Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur le thème du microbiote et de l'alimentation. Et comme je vous le disais, ces 100 000 milliards de bactéries qui constituent notre microbiote, comment les nourrir? Ça sera un petit peu le thème de notre vidéo. C'est un thème assez central aujourd'hui. J'espère que vous vous portez tous bien en cette période de confinement. Et c'est une période où finalement ce microbiote il est aussi un peu d'actualité parce qu'avec ce Covid-19 on parle d'immunité et dès qu'on parle d'immunité on en vient aussi à parler de microbiote. Donc il y a fort à parier que la recherche va avancer aussi encore plus sur ce sujet-là dans les temps à venir. Donc je ne suis pas médecin et j'ai essayé en fait de vous faire une petite synthèse ici des recherches que j'ai pu faire sur l'alimentation et sur le microbiote. Donc c'est une synthèse de ces différentes lectures ou formations dans ce domaine que je vous livre ici. Mais effectivement, il peut y avoir des choses à modifier et à ajuster par la suite selon l'avancée des recherches. Donc en fait l'idée ça va être d'essayer de répondre un peu aux questions que tout le monde se pose dans ce domaine. Et vers la fin de la vidéo, je vous réserve aussi une petite surprise avec quelques petites astuces gourmandes pour les plus intéressés d'entre vous. Donc c'est parti pour notre première question. Alors en fait, le microbiote, ce mot en fait, microbiote, signifie petite vie. En fait, c'est à l'intérieur de notre microbiote qu'on abrite plein de petites vies qui sont en fait nos microbes. Donc comme je vous le disais, il y a à peu près 100 000 milliards de microbes dans notre microbiote, donc c'est relativement considérable. Et en fait, tous ces microbes, ils participent en fait à la constitution d'un écosystème. Ils vivent tous en harmonie quand tout se passe bien et ils ont différents rôles spécifiques dans notre organisme. Ils ont des rôles tels que l'absorption, nous aider à l'absorption des nutriments, mais aussi à produire certaines vitamines. Ils nous protègent aussi des invasions en fait, de bactéries pathogènes, donc de mauvaises bactéries qui voudraient venir nous assaillir. Et le microbiote, c'est aussi le siège de notre immunité. On dit qu'environ 80% de l'immunité est stockée dans nos intestins et dans notre microbiote. Donc c'est vraiment aussi pour ça qu'il est très étudié. Et c'est depuis une vingtaine d'années à peu près qu'on s'est rendu compte du rôle du microbiote dans notre immunité et que donc ça a soulevé vraiment un engouement à ce niveau-là. Donc ce microbiote, il nous permet donc de sécréter donc, des vitamines, des enzymes, donc pour aider aussi à notre digestion. Et il va aussi en fait sécréter des substances qui vont permettre aussi de communiquer avec le cerveau. Donc il va y avoir un impact à la fois sur notre santé, mais aussi sur notre mental de ce microbiote. Finalement, on pourrait dire que c'est un petit peu comme si on était un hôtel à parasites en fait, que dans notre corps, il y a plein de parasites qui vivent ensemble et qui sont là dans certaines proportions en fait. Essentiellement, il y a des virus, des champignons et des bactéries. Et ces populations-là, elles sont là dans certaines proportions et elles se tiennent un petit peu en respect les unes des autres. Et si à un moment donné il y a un déséquilibre, c'est qu'une population peut venir prendre l'ascendant sur une autre et ça peut créer du coup de nombreux problèmes. Et finalement, dans cet hôtel à bactéries, ces populations, ces microbes, ils nous protègent et ils ont bien raison de le faire parce qu'en fait on est aussi leur garde-manger parce qu'on leur fournit leur carburant. Voilà, mais ça on va le voir un petit peu plus tard. Donc on pourrait en fait considérer qu'on est un petit peu comme un château fort, mais à l'échelle de notre microbiote. Donc un château fort, il doit avoir des murs bien costauds et bien résistants pour empêcher les invasions barbares extérieures de pénétrer à l'intérieur du château. C'est un petit peu pareil donc, dans notre microbiote. Il faut qu'au niveau de notre intestin et de notre gros intestin, il faut que la paroi soit suffisamment efficace, avec une armée suffisamment solide pour empêcher les mauvaises bactéries de rentrer.
Et du coup, tous nos microbes, en fait, toutes nos bactéries qui sont présentes à l'intérieur de cet intestin, et ben, en fait, ils vont nous permettre à la fois d'empêcher les envahisseurs en fait, de rentrer, mais ces bactéries vont aussi sécréter différents substrats qui vont permettre d'améliorer notre immunité, de mieux se défendre contre ces envahisseurs potentiels. Donc c'est vraiment voilà, comme ça que ça fonctionne un petit peu. Et ce qui se passe, c'est que quand le microbiote est déséquilibré, donc quand il n'y a plus suffisamment de bactéries amies ou qu'elles ne sont plus là en bonne quantité ou qu'elles sont, disons que la flore n'est plus assez diversifiée, ce qui peut se passer, c'est que du coup, ça va créer de l'inflammation. Et cette inflammation, en fait, elle va créer de la porosité au niveau de la paroi de l'intestin. Et si l'intestin devient poreux, bah, du coup, ça va être un lieu de passage de différentes choses qui étaient dans l'intestin vers le sang, vers la circulation sanguine, et ça va pouvoir déclencher différentes maladies ou maladies inflammatoires, et aussi des maladies telles que l'obésité, le diabète, les allergies, mais aussi des maladies auto-immunes. Donc il va y avoir voilà, plein de choses comme ça qui peuvent se mettre en place, mais il peut aussi y avoir des maladies plus mentales, comme la dépression par exemple, qui est une maladie inflammatoire aussi, mais au niveau du cerveau, parce qu'en fait, par exemple dans le cadre de la dépression, c'est dans l'intestin que 80% de la sérotonine, donc cette fameuse hormone du bonheur, hein, que la sérotonine du corps est sécrétée. Et la sérotonine, c'est un neurotransmetteur qui va du coup avoir un impact sur le fonctionnement de notre humeur en fait. Donc c'est très important aussi qu'il y ait une communication qui puisse se faire entre le microbiote qu'on a au niveau donc, de nos intestins, qui va produire du coup cette sérotonine et qui va être envoyée au cerveau pour nous permettre de nous sentir mieux et de nous sentir bien dans notre tête également. Alors, bien sûr, cela concerne aussi les enfants. Il faut savoir qu'on ne naît pas tous avec le même microbiote. Le microbiote de l'enfant va être influencé par le microbiote de sa maman. Et du coup, dès la naissance, en fait, et dès l'accouchement, l'enfant va être nourri par une certaine quantité de bactéries qui proviennent de la maman. Et par la suite, son microbiote va évoluer spontanément jusqu'à l'âge de 3 ans environ, en fonction des contacts qu'il va avoir avec différentes personnes autour de lui et du microbiote de ces personnes, mais aussi en fonction de son environnement et des différents facteurs qui vont pouvoir influencer son microbiote. Et on sait aujourd'hui que le microbiote des enfants est parfois déjà fragilisé dès la naissance, et on pense que certains problèmes que connaissent les nourrissons, des problèmes de peau ou parfois des allergies très précoces pourraient aussi être liés à des microbiotes déjà fragilisés. Alors, les ennemis de notre microbiote, c'est en fait tout ce qui va détruire la vie. Donc ça peut être à la fois les pesticides, les antibiotiques, qui ont pour rôle de détruire les mauvaises bactéries, mais qui vont aussi détruire les bonnes bactéries, et qui vont du coup, bien souvent, affaiblir toute la flore intestinale, en fait, hein, toute la flore microbienne, mais aussi tout ce qu'on va ingérer et qui, en fait, va affaiblir ou déstabiliser en fait tous ces micro-organismes. Donc ça peut être tous les polluants qui sont présents à la fois dans l'air, dans les produits chimiques, tous les polluants par exemple présents dans l'eau aussi, hein, à savoir par exemple l'eau chlorée peut aussi avoir un impact. Les produits chimiques qui sont présents dans l'alimentation, sous forme d'additifs alimentaires ou sous forme de produits industriels aussi qui sont très modifiés et contre lesquels le corps va réagir. Et aussi le stress. Le stress, c'est quelque chose qui va en fait créer beaucoup d'inflammation dans le corps et qui va être très voilà, dommageable pour notre microbiote. Et concernant l'alimentation, il faut savoir que les aliments, selon leur qualité, et on va le voir et on va le détailler un petit peu plus tard, mais ils peuvent être aussi bien notre médicament que notre poison. Alors, on parle d'un microbiote déséquilibré lorsque la population qui le compose, la population de microbes qui compose le microbiote, est stable,
diversifié et riche. Et aujourd'hui, nous sommes nombreux à pouvoir avoir un microbiote qui serait fragilisé par rapport à nos environnements de vie, qui contiennent souvent à la fois des produits chimiques, mais aussi des antibiotiques, une alimentation qui n'est pas forcément adaptée et du stress. Parfois, on peut ajouter à ça aussi le manque d'activité physique. Donc, notre microbiote a plusieurs raisons finalement d'être un peu perturbé. Et certaines personnes vont ressentir des conséquences suite à ces perturbations. Et ces conséquences peuvent aller des troubles digestifs, des troubles de l'intestin irritable, à des maladies en fait et à des problèmes plus graves d'obésité, de diabète, mais aussi à des maladies auto-immunes et à des maladies inflammatoires. Donc toutes ces choses-là, y compris aussi les allergies, doivent nous faire nous poser la question en fait de notre microbiote. Certaines personnes parfois n'auront pas ou peu de symptômes, mais ça ne veut pas forcément dire que le microbiote est de très bonne qualité. C'est parfois tout simplement aussi le fait que le corps a la capacité d'absorber pendant un certain temps sans manifester de symptômes. Alors en fait, les amis de notre microbiote, ce sont un peu nos amis aussi. C'est tout ce qui permet à notre corps d'être en santé. Et en particulier, on a observé que ce qui faisait du bien du coup à toute cette population de bactéries, c'était à la fois d'avoir des pensées positives et donc pas stressantes, d'être détendu, d'avoir un mental calme et apaisé, mais aussi de méditer. On a remarqué que c'était très bénéfique. On peut aussi penser au soleil, à dormir suffisamment et puis aussi, et c'est ce qui va nous intéresser particulièrement aujourd'hui, bien se nourrir et bien s'alimenter. En fait, finalement, si on reprend cette image du château, le microbiote, si c'est notre château, c'est important finalement qu'on mette à l'intérieur, qu'on mette le paquet, qu'on mette toutes nos bonnes défenses pour permettre la meilleure protection possible. Donc ça va être un peu de notre rôle de voir tout ce qu'on peut faire dans ces choses-là et aussi, j'oubliais l'activité physique qui est très importante pour finalement permettre à nos défenses d'être les plus efficaces possibles. Eh bien non, désolée, au risque de vous décevoir, ça serait trop beau s'il existait un régime parfait qu'on pourrait appliquer à tout le monde. En réalité, nous avons tous des besoins différents et on a tous des sensibilités, des fragilités différentes et donc il va falloir adapter cette alimentation quotidienne à nos besoins. Cependant, on peut quand même définir un petit peu des constantes quand on parle d'alimentation. C'est important que l'alimentation qu'on va consommer et qui va faire du bien à notre microbiote, c'est important qu'elle soit au maximum végétale, qu'elle soit variée, qu'elle soit diversifiée, ça c'est vraiment aussi très important, qu'elle soit sans produits chimiques pour préserver tous ces micro-organismes. C'est aussi important que cette alimentation soit en grande partie crue, mais elle peut aussi être cuite, mais dans ce cas on préférera des cuissons douces à la vapeur qui vont préserver les nutriments en fait de nos aliments. On a aussi remarqué en fait que dans cette alimentation on va dire microbiote friendly, c'est très important d'avoir des fibres. Tous les experts aujourd'hui sont d'accord pour dire que les fibres c'est quelque chose qui va vraiment aider à nourrir ces bonnes bactéries et on va voir en fait pourquoi ces fibres sont très importantes. C'est aussi très important de consommer des probiotiques et on verra aussi de quoi il s'agit quand on parle de probiotiques. Et on va quand même retenir que selon la sensibilité de nos intestins, il va parfois falloir y aller très doucement dans la modification de son régime alimentaire parce que certains intestins qui sont irrités ou qui sont sensibles peuvent avoir du mal à digérer ces fibres et certaines fibres justement que nos bactéries intestinales qu'elles raffolent ou dont elles ont besoin pour bien se développer. Donc dans certains cas, il est important de se faire bien conseiller, de se faire accompagner pour que cette transition se fasse au mieux.
Et sinon, l'idéal, c'est d'être son petit laboratoire et de faire ses petits tests et de voir finalement ce qui fonctionne le mieux sur nous et ce qui nous fait du bien, tout en restant dans un cadre dont on sait qu'il est bénéfique et qui va vers le vivant au niveau de l'alimentation. Alors, on a parlé tout à l'heure des fibres. Donc, il faut savoir que les fibres sont contenues majoritairement dans les végétaux, dans les fruits, dans les légumes et dans les céréales. Donc, au niveau des fibres, on a des fibres solubles et des fibres insolubles. Les fibres insolubles, elles ne sont pas digérées en fait et elles vont jouer surtout un rôle un peu de balai intestinal et aider à améliorer le transit. Les fibres solubles, en fait, elles sont très riches, très souvent, certaines fibres solubles sont très riches en prébiotiques. Et les prébiotiques nous intéressent particulièrement parce que, en fait, ça va constituer la nourriture de nos bactéries intestinales. Donc c'est vraiment, et surtout des bonnes bactéries, en fait, les bonnes bactéries raffolent de prébiotiques. Donc ces fibres solubles, en fait, qui vont venir nourrir nos bactéries, elles sont contenues donc je disais dans les fruits et dans les légumes. Et en ce qui concerne en particulier les fibres solubles prébiotiques, vous allez les trouver dans l'ail, dans l'oignon, dans le poireau, mais aussi dans le brocoli. Vous allez les trouver dans les carottes, dans l'artichaut, dans l'endive, donc dans vraiment plein de choses. Au niveau des fruits, vous allez en trouver dans les bananes plutôt vertes, donc pas trop mûres. Vous allez en trouver dans la pêche, dans la nectarine, dans le coing. Donc il y a vraiment une diversité très importante d'aliments dans lesquels vous pouvez les trouver. Et j'ai une bonne nouvelle aussi, on trouve aussi ces prébiotiques dans le chocolat. Alors le chocolat plutôt noir, mais ça c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. On sait que le chocolat est riche en tryptophane et en polyphénol, donc ça peut avoir aussi un très bon impact sur notre microbiote. Donc il y a quand même de bonnes nouvelles aussi dans tout ça. Et donc je vous parlais aussi des probiotiques. Donc les probiotiques, en fait, contrairement aux prébiotiques qui sont donc une nourriture pour nos bactéries, les probiotiques, en fait, ce sont des bactéries amies qu'on va venir apporter à l'intestin, en fait, en renfort des bactéries qui y sont déjà par l'alimentation. Alors, une des façons d'apporter ces probiotiques dans le corps, c'est notamment par tout ce qui est fermentation. Donc la fermentation, je ne sais pas si vous connaissez, on aura l'occasion d'en reparler plus en détail, mais en fait, c'est une façon de préparer les aliments qui existe depuis le néolithique. Donc nos ancêtres le connaissent depuis très très longtemps parce qu'ils se sont rendus compte que ça leur permettait de consommer certains aliments sans être malade et en augmentant en fait le niveau de vitamines de ces aliments. Donc par exemple en faisant des légumes lactofermentés, donc c'est-à-dire en laissant en fait des légumes anaérobies, donc sous vide avec de l'eau et du sel, il va y avoir une réaction de fermentation qui va se produire avec les sucres contenus dans ces légumes qui vont fermenter et qui vont produire ces bactéries probiotiques et qui vont produire aussi des vitamines. Et donc ça va venir ensuite, quand on les consomme, nourrir nos organismes. Donc ça va être vraiment des aliments santé qui sont très importants. On trouve aussi ces probiotiques donc, dans les aliments fermentés. On peut en trouver dans le tempeh, qui est du soja fermenté, dans le miso. On va en trouver aussi dans les yaourts. Donc tout ce qui contient finalement des bactéries amies va contenir du coup ces probiotiques. Donc il ne faut pas hésiter à en consommer pour aider à restaurer la flore. Et au niveau des prébiotiques, ce que je ne vous ai pas expliqué, c'est que ce qui se passe en général, c'est que donc, quand on consomme ces fibres solubles qui contiennent des prébiotiques, en fait les bactéries vont du coup fermenter en consommant ces fibres qui n'ont pas pu être consommées au niveau de l'intestin grêle. Donc en fait elles vont être du coup digérées dans le côlon et ces bactéries vont en fait produire des acides gras à chaîne courte qui vont être très bénéfiques pour nourrir les bonnes bactéries. Voilà. Donc c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne dans nos intestins de manière un petit peu schématique. Et ça va aussi être très important de consommer en dehors de ces fibres et de ces probiotiques. C'est aussi important de consommer une alimentation qui est riche en oméga 3 et en bonnes huiles.
Donc c'est important de consommer des huiles de première pression à froid, comme l'huile de lin par exemple, l'huile de noix. Et on peut aussi consommer des oléagineux, des noix par exemple, qui sont vraiment très très bonnes pour le corps et pour la santé. Et pour ceux qui consomment parfois des produits animaux, les petits poissons type sardines ou maquereaux peuvent être aussi très intéressants voilà, pour ces apports en oméga 3. Alors c'est effectivement une question qu'on se pose souvent, c'est la question du temps. Faire fermenter ces aliments, ça prend du temps. Faire tremper ces céréales pour voilà, éviter qu'il y ait trop d'inhibiteurs d'enzymes dedans, ça prend du temps. Acheter sa nourriture dans des, voilà, dans des AMAP ou dans des magasins bio et puis acheter moins de produits tout cuisinés, les cuisiner soi-même, les transformer soi-même finalement, ça prend du temps. Donc c'est sûr que si vous avez voilà, des soucis de santé ou que vous avez des problèmes digestifs, il va falloir prendre aussi du temps pour vous en fait. Et finalement, ça amène aussi un petit peu à reconsidérer vos priorités. Aujourd'hui, dans votre vie à vous, quelle est votre priorité ? Parfois, la priorité, ça peut être de s'occuper de son niveau de stress et pas forcément de l'alimentation tout de suite. Parfois, ça semble plus accessible d'aller s'occuper de l'alimentation. Parfois, on a la possibilité de faire les deux conjointement. Je pense que tout ça, c'est aussi une question d'équilibre. Il ne faut pas aller trop vite. Il faut finalement en fait, prendre le temps de le faire et prendre le temps de le faire quand c'est le moment pour vous. Vous pouvez aussi trouver des solutions pour le faire. Alors si vous n'avez pas le temps, vous pouvez aussi acheter des produits qui sont fermentés par exemple pour amener des probiotiques. Après c'est sûr qu'il faut bien faire attention que ces produits n'aient pas été pasteurisés pour pas finalement que les bactéries aient été tuées par la pasteurisation. Et petit à petit c'est à vous en fait de sentir où va se situer l'équilibre sans vous culpabiliser. Allez-y voilà, à votre rythme et prenez votre temps. On a chacun des temporalités différentes, mais parfois c'est intéressant effectivement de prendre le temps de se poser la question qu'est-ce que je veux pour moi et pour ma santé ? Et est-ce que prendre du temps pour ma santé, c'est parfois pas tout aussi important que de prendre du temps pour d'autres choses ? Et on va remarquer aussi parfois que c'est un cercle vertueux parce qu'en fait en mangeant mieux et en mangeant des aliments plus sains, on va avoir moins de stress. On a remarqué notamment que manger des fibres en nourrissant certaines bactéries qui vont relâcher certains substrats, ça va faire diminuer le stress et du coup ça va nous rendre aussi plus disponibles, ça va nous donner parfois aussi plus de clarté mentale et ça va et nous aider aussi à avancer dans un chemin qui est plus bénéfique pour notre bien-être en général. Alors, parfois, vous allez avoir commencé des changements alimentaires, mais vous allez toujours avoir des troubles digestifs et ça peut être un peu perturbant. Donc, il faut savoir que quand les intestins sont irrités ou quand la flore en fait, bactérienne n'est pas adaptée et n'est pas assez robuste ou n'est pas suffisamment diversifiée pour consommer tous les produits ou toutes les fibres que vous allez lui donner, ça peut créer en fait des troubles digestifs. Donc, par rapport à ça, il faut en fait y aller vraiment petit à petit et prendre le temps. Au début, il ne faut peut-être pas manger trop de choses crues parce que ça peut être irritant pour les intestins, mais en manger toujours un petit peu ou bien manger justement ces fameux légumes lactofermentés qui sont déjà prédigérés et qui vont du coup être plus faciles à digérer par notre organisme, un petit peu comme le pain au levain qui est aussi déjà prédigéré, dont les céréales sont déjà prédigérées par le levain. Donc on peut trouver comme ça des petites astuces pour pouvoir mieux digérer. Et quand on se dit aussi qu'on mange bien, ça vaut parfois le coup de refaire le point sur qu'est-ce que ça veut dire en fait manger bien pour vous et est-ce que vous êtes sûr qu'il y a un apport suffisant finalement de végétaux qui devrait constituer en fait la plus grande partie de notre alimentation. Et puis je pense que c'est aussi très important d'être à l'écoute de son corps. Ça peut prendre du temps. Certaines études disent qu'on peut avoir besoin parfois de 18 mois pour refaire un microbiote intestinal. Je pense que ça dépend vraiment de chacun, ça dépend d'où on part, ça dépend de nos propres, de notre propre immunité de base aussi, de nos propres bactéries. Mais en tous les cas, c'est sûr qu'il va parfois falloir être patient
Mais petit à petit, plus vous allez aller vers ces changements, plus vous allez avoir des signaux qui vont passer au vert et qui vont vous faire sentir que vous êtes voilà, sur le bon chemin. Donc en conclusion, je voulais peut-être partager avec vous la réflexion que finalement, tout commence peut-être avec cette vie à l'intérieur de nous, avec ces bactéries en fait amies qui vivent avec nous et finalement auxquelles on doit un respect mutuel parce que en fait on les aide en les nourrissant et elles nous aident aussi en nous protégeant et pour bien d'autres choses encore comme on l'a vu. Et finalement, prendre soin de cet écosystème qui est en nous, c'est peut-être quelque chose de primordial qu'il faut peut-être qu'on reconsidère un petit peu notre rôle dans tout ça. Donc on peut peut-être synthétiser en disant que ça peut être bien par exemple de prendre le temps de se masser le ventre parce que du coup ça va masser nos intestins et ça va ramener de la détente et permettre d'éliminer du stress. Donc je vous renvoie à la petite vidéo sur l'automassage du ventre que j'ai publiée à peu près il y a 15 jours. Mais aussi ça va être important de bien s'hydrater pour faire du bien à notre microbiote et de bien communiquer, de bien gérer nos émotions, mais aussi de bien bouger. Ça fera sans doute l'objet d'une prochaine vidéo aussi que j'aimerais partager avec vous. Mais pour conclure cette vidéo-là, en tout cas, ce qui reste, voilà, peut-être ce qui doit rester dans vos têtes, c'est que ce qui est important aussi, c'est de bien se nourrir. Donc, comme je vous le disais, je vous ai préparé une petite surprise. Je vous ai préparé en fait un petit document qui regroupe 4 recettes, qui sont vraiment des recettes simples, saines, délicieuses et qui sont microbiote friendly. Donc, c'est des recettes qui sont très riches en prébiotiques, qui sont aussi riches en probiotiques, qui sont végétales, qui sont voilà, vraiment délicieuses. Je les ai toutes voilà, testées moi-même et vraiment je pense que vous allez vous régaler avec. Donc n'hésitez pas à inscrire votre mail dans la fenêtre qui est disponible voilà, à la fin de cette vidéo. Vous inscrivez votre mail et du coup vous allez recevoir directement dans votre boîte mail ce fichier PDF avec les recettes pour pouvoir vous régaler en santé et ça c'est quand même une super nouvelle aussi. Donc j'espère que ça vous plaira. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas si elle vous a plu à mettre un petit j'aime parce que ça va aider en fait à ce que cette vidéo soit vue par un maximum de monde en fait. Et puis n'hésitez pas non plus à la partager pour la faire découvrir à vos proches et ça leur permettra aussi voilà, de prendre soin d'eux, de prendre le temps du soin pour eux, pour leur famille et pour vos proches. En attendant, prenez soin de vous et de vos petits ventres et puis je vous dis à très bientôt avec une prochaine vidéo et je vous embrasse. Bye bye!